Ma famille a raté mon plus grand moment. Pas un anniversaire, pas une promotion, mais mon mariage. 4 chaises vides au premier rang, celles qui leur étaient réservées, me fixaient plus intensément que n'importe quel invité n'aurait pu le faire. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, attendant un simple message, une raison, n'importe quoi. Rien n'est venu. Juste le silence. Puis, une semaine plus tard, lorsque les nouvelles ont annoncé que ma chaîne d'hôtel avait atteint une valorisation de 90 millions d'euros, mon téléphone s'est enfin allumé. Papa, dîner de famille à 19h. Discussion importante. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Il ne voulait pas célébrer avec moi, il voulait seulement me réclamer quelque chose. Alors, je suis arrivé avec la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas. Je m'appelle Camille. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que la loyauté pouvait transformer une famille en un foyer. J'ai tellement essayé d'y croire, même quand chaque signe me disait le contraire. En grandissant, notre maison de Lyon paraissait assez ordinaire vue de la rue, une balancelle de porche affaissée, une allée fissurée, la faible odeur du nettoyant à la lavande de ma mère s'échappant des fenêtres. Mais à l'intérieur, tout tournait autour de l'idée que mon père se faisait de l'héritage. Gérard gérait une série de motels vieillissants qu'il traitait comme des domaines royaux. Il en parlait comme certains hommes parlent de leurs enfants. Avant, je pensais que c'était de l'amour. J'ai appris plus tard que c'était de la possession. Il aimait le contrôle, pas les gens. Et il a appris au reste de la famille à orbiter autour de lui. Ma mère, Hélène, était l'exécutrice émotionnelle. Elle n'élevait pas la voix, elle élevait la culpabilité. Si papa voulait quelque chose, elle arrondissait les angles avec des larmes. Ton père est stressé, disait-elle. Ne l'inquiète pas, sois reconnaissante. Au bout d'un moment, on arrête de se demander pourquoi notre gratitude se mesure toujours en silence. Marc, mon frère aîné, reflétait l'arrogance de papa. Il croyait que la vraie valeur n'existait que dans la brique et la terre. Les hôtels, c'est risqué, a-t-il dit l'année où j'ai ouvert mon premier établissement. Ce ne sont que des modes et du vent. Une vraie propriété n'a pas besoin de marketing. Il a dit cela alors qu'il se tenait devant l'un des motels de papa, où l'enseigne vacillante, complet, bourdonnait comme une mouche mourante. Et puis il y avait Damien, mon jeune frère, qui flottait dans la vie comme si elle lui devait un atterrissage en douceur. Il se qualifiait des « influenceurs », bien qu'il ne pût s'influencer lui-même à garder un emploi plus d'une semaine. Pourtant, il avait toujours des opinions sur la façon dont je devrais gérer mon succès. Curieusement, ces opinions impliquaient que je répare le désordre financier que la famille avait créé. C'est peut-être pour cela que, tout en construisant ma carrière, j'ai appris à m'habiller simplement en leur présence. Des pulls neutres, des pantalons simples, aucun bijou à l'exception d'une petite bague que mon mari m'avait offerte quand nous sortions encore ensemble. Je ne voulais pas déclencher les commentaires sans fin, ne deviens pas arrogante, ou les requêtes, pourrais-tu aider à couvrir les factures de ce mois-ci? Avec le recul, je réalise que je me faisais toute petite pour que leurs égos ne se sentent pas menacés. Ce qu'ils n'ont jamais su, c'est à quel point ces premières années avaient été difficiles. Les nuits où je dormais dans ma voiture parce que le loyer était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. La façon dont je me suis formé à chaque aspect de l'hôtellerie, du débouchage des canalisations de salles de bain à la négociation des devis des entrepreneurs. La peur de tout perdre avant même que cela ne devienne quelque chose. Papa balayait tout cela d'un revers de main. Ton modèle est instable, disait-il. Trop moderne, trop numérique. Les vraies affaires ont besoin de terre. Mais le moment qui a finalement fait craquer quelque chose en moi, ce fut mon mariage. Je les avais suppliés pour un jour, un seul, de se présenter non pas en tant que critique, non pas en tant que personne qui avait besoin de quelque chose de moi, mais en tant que famille. Quand ils n'ont pas franchi ces portes, j'ai senti quelque chose en moi se taire. Pas brisé, juste fini. Pourtant, une partie de moi continuait d'espérer de la douceur, une chance qu'on me prouve que j'avais tort, une chance de croire qu'il tenait à moi. Alors, quand papa m'a envoyé un texto après que la nouvelle de la valorisation a été diffusée, j'ai fixé son message plus longtemps que je n'aurais dû, dîner de famille, discussion importante. Peut-être, juste peut-être, voulaient-ils arranger les choses. Mais au moment où je suis entré dans ce cercle privé, j'ai su exactement pourquoi ils se souvenaient soudainement de mon existence. Le matin où la nouvelle de la valorisation a éclaté, j'étais dans mon bureau avec vue sur le centre-ville de Lyon, examinant les plans de rénovation de notre prochaine propriété. La lumière du soleil se déversait sur la table de conférence,
attrapant le bord d'un cadre en argent contenant ma photo de mariage. Celle où la main de mon mari repose doucement sur la mienne, essayant de m'ancrer, tandis que 4 sièges derrière nous restaient douloureusement vides. Eva a fait irruption dans la pièce sans frapper, essoufflée comme elle se le permettait rarement. « Camille » dit-elle en brandissant sa tablette. « Tu dois voir ça. » C'était là, un titre qui s'étalait à la une de tous les grands médias économiques. Une chaîne hôtelière indépendante dépasse une valorisation de 90 millions d'euros. Le chiffre ne m'a pas choqué. Je l'avais vu dans nos projections, l'avais suivi mois après mois, mais voir le monde y réagir m'a coupé le souffle. Mon personnel est arrivé au compte-gouttes, applaudissant, félicitant, étreignant. Eva a sorti une bouteille de cidre pétillant qu'elle cachait depuis des mois, pour le jour où tu croiras enfin que c'est toi qui as fait ça. J'ai ri, mais c'était étrange. La fierté et le chagrin peuvent cohabiter dans le même cœur sans se toucher, comme 2 voisins qui refusent de se parler. J'aurais dû appeler mes parents. Ou peut-être aurait-il dû m'appeler il y a des années, quand je les suppliais de me voir moi, et non mon utilité. Mon téléphone s'est allumé sans arrêt. Des investisseurs, des partenaires, d'anciens camarades de classe, même un ancien patron qui m'avait dit un jour que j'étais trop poli pour diriger. Mais pas ma famille. Pas un seul mot. Cela n'aurait pas dû avoir d'importance, mais quelque chose en moi attendait toujours ce message qui n'est jamais venu, que quelqu'un dise « Je suis fier de toi », sans ajouter de conditions. En fin d'après-midi, le bureau s'est calmé. La célébration a pris fin. Eva m'a laissé avec un petit sourire et une pile de rapports mis à jour. Je suis resté, regardant la ville passer de l'or au bleu tandis que les lumières scintillaient à travers l'horizon. Puis c'est arrivé. Mon téléphone a vibré. Le nom de papa. Pendant une seconde, tout en moi s'est figé. Aucune excuse, aucune reconnaissance, juste le message, dîner de famille à 19h. Discussion importante. Pas une question, une convocation. Je l'ai relu, espérant avoir manqué quelque chose. Une note chaleureuse, un signe qu'il se souvenait du mariage, n'importe quoi d'humain. Mais les mots restaient sur l'écran comme une exigence. Eva rassemblait ses affaires quand elle a remarqué mon visage. « Laisse-moi deviner » dit-elle doucement. Ils ont refait surface. Je lui ai tendu le téléphone. Elle a expiré lentement. Ils veulent quelque chose. On ne programme pas de discussions importantes par amour. Je savais déjà qu'elle avait raison. Je ne savais tout simplement pas à quel point. Pas encore. Mais quand j'ai répondu « j'y serai », un calme que je ne reconnaissais pas s'est installé en moi. Parce que pour la première fois, je n'entrais pas dans leur monde sans armes. Je suis entré dans mon allée ce soir-là, le texto de papa brillant encore dans mon esprit. Dîner de famille à 19h. Discussion importante. C'était le genre de message qu'il enverrait à un employé, pas à une fille. Pas de félicitations. Pas de reconnaissance du mariage qu'ils avaient manqué ou du jalon que j'avais atteint. Juste une directive. À l'intérieur de mon garage, le silence semblait plus lourd que d'habitude. Les phares de mon véhicule utilitaire sport ont balayé les étagères de rangement où je gardais de vieux classeurs des débuts, des feuilles de calcul imprimées à minuit, des notes manuscrites d'entrepreneurs qui me prenaient à peine au sérieux à l'époque. Ils me rappelaient à quel point je m'étais battu pour construire quelque chose que personne ne pensait que je pouvais faire. Je me suis surprise à attraper l'un des classeurs portant la mention « Premier prêt ». Je l'ai ouvert sur le capot de la voiture, parcourant les chiffres, les marges serrées, les nuits sans fin et le pari terrifiant qui avait finalement payé. Si j'avais pu traverser cela, je pouvais bien affronter un dîner de famille. Mais quelque chose me rongeait. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence soudaine? Eva a appelé juste au moment où je fermais la porte du garage. Sa voix était calme, mais il y avait une tension sous-jacente. J'ai creusé un peu, a-t-elle dit, à propos des motels de ton père. J'ai senti mon estomac se nouer. Qu'y a-t-il à leur sujet? Ils ont des problèmes, Camille. De sérieux problèmes. Des paiements en retard. Des entrepreneurs non payés. Des mois de flux de trésorerie négatifs. Et il y a plus. L'un des prêteurs se prépare à liquider. Bien sûr. Bien sûr. Le timing n'était pas une coïncidence. Ils ne veulent pas discuter, a poursuivi Eva. Ils veulent un renflouement. Pendant un instant, la colère a déferlé, brûlante, dans ma poitrine. Mais elle n'était ni bruyante ni explosive.
Elle était froide, concentrée. Le genre de colère qui vous fait respirer plus lentement, pas plus vite. Le genre qui prend des décisions. À quoi penses-tu? A demandé Eva. Je pense, ai-je dit lentement, que nous devrions prendre les devants. Elle a compris instantanément. Tu veux la dette? Je veux le levier, ai-je corrigé. Le lendemain matin, Eva avait cartographié chaque prêt lié au motel. Certains étaient petits, d'autres scandaleusement mal gérés. Mais une chose est devenue claire, l'empire de Gérard n'était pas seulement en train de s'effondrer. Il était déjà en poussière. Il avait juste besoin de quelqu'un d'autre pour la balayer à sa place. Et apparemment, cette personne était censée être moi. Nous avons passé des heures à examiner les paiements, les factures, les contrats, les registres, tout ce qui brossait le tableau d'un navire en perdition maintenu à flot par le déni. Eva a contacté le prêteur. Le prêteur, désireux de se décharger d'un compte défaillant, était plus que disposé à négocier. En fin d'après-midi, l'acquisition était en cours. Ce soir-là, alors que je m'habillais pour le dîner, quelque chose a changé en moi. Je n'ai pas choisi les pulls doux que je portais en leur présence. J'ai choisi un chemisier de soie sombre, un blazer impeccable, les cheveux attachés en arrière pas à accent grave-l'œil, mais incontestablement maîtrisé, présent, capable. Sur mon bureau, Eva a placé un dossier soigneusement préparé. Tout ce dont tu auras besoin, a-t-elle dit, y compris les options de restructuration et de résiliation. Je l'ai regardé. Es-tu sûr que nous faisons ce qu'il faut? Tu ne leur fais pas de mal, dit-elle doucement. Tu mets simplement fin au cycle. En sortant, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Ce n'était pas une vengeance. C'était une porte de sortie. Et au moment où ils me demanderaient de l'aide, j'aurais enfin l'occasion de leur montrer à qui ils s'adressaient. Je suis arrivé avec la seule chose à laquelle ils ne s'attendaient pas, la clarté. Pas la colère, pas le désespoir, pas l'ancienne version de moi qui essayait de gagner sa place à leur table. Juste la vérité et les documents qui la prouvaient. Le parking du cercle privé était déjà à moitié plein quand je me suis garé. Des lumières jaunes et chaudes brillaient depuis les hautes fenêtres, baignant les étaillés d'un doux éclat. Je suis resté assise dans mon véhicule utilitaire sport un instant, respirant l'odeur du cuir et le léger parfum d'agrumes du désodorisant, laissant le calme s'installer. Je n'étais pas là pour me battre. Je n'étais pas là pour supplier. J'étais là pour y mettre un terme. À l'intérieur, une hôtesse m'a accueilli avec un grand sourire qui s'est instantanément estompé lorsqu'elle a reconnu le nom de famille de mes parents. Ils sont déjà installés, a-t-elle murmuré, comme pour m'avertir. Le salon privé. Bien sûr. Papa aimait l'intimité quand il prévoyait de coincer quelqu'un. Au moment où je suis entré dans la salle à manger privée, 4 paires d'yeux se sont posés sur moi. Papa était adossé à sa chaise comme s'il était propriétaire des lieux. Maman a offert un sourire tremblant censé paraître chaleureux. Marc a affiché un sourire narquois, comme si j'étais arrivé en retard à la réunion de quelqu'un d'autre. Damien a levé un verre de thé glacé dans un salut paresseux. Victor, l'oncle qui apparaissait toujours quand il y avait de l'argent en jeu, était assis à côté de papa, les mains jointes comme un consultant prêt à faire une proposition. Papa n'a même pas dit bonjour. Il a fait un geste vers le siège vide. Assieds-toi. Nous devons parler. Je n'ai pas bougé. C'est drôle, ai-je dit. C'est exactement ce que je pensais. Maman a agrippé ses perles de manière dramatique. Camille, ne commence pas sur ce ton. C'est un dîner de famille. J'ai finalement avancé, j'ai posé mon sac à côté de ma chaise et je me suis assise, calme, posée, sentant leurs attentes peser dans l'air comme de l'humidité. Papa s'est éclairci la gorge. Nous sommes dans une situation difficile, a-t-il commencé. Les motels, eh bien, ils traversent une mauvaise passe. Rien que nous ne puissions arranger avec une bonne injection de capital. Voilà. La raison du texto, la raison de cet intérêt soudain. Marc est intervenu. Nous savons que tes affaires marchent bien. Surévaluées probablement, mais solides quand même. Tu pourrais aider à stabiliser les choses pour la famille. Pour l'héritage, a ajouté papa. Maman a tamponné ses yeux avec une serviette. Nous ne demanderions pas si nous n'étions pas désespérés, ma chérie. Nous avons été humiliés d'apprendre la nouvelle de la valorisation par des étrangers. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai laissé cette question en suspens un instant. Pourquoi ne leur avais-je rien dit? Peut-être parce qu'ils ne m'avaient pas parlé depuis le mariage.
Damien s'est penché sur la table. Écoute, ne sois pas susceptible à propos du passé. Nous sommes là maintenant, non? Réglons juste ça ensemble. J'ai ouvert mon sac lentement. Leurs yeux suivaient le mouvement comme une meute de loups attendant de la viande. Ils pensaient que j'avais apporté un chéquier. Ils pensaient que j'étais venu pour les sauver. Au lieu de cela, j'ai placé le dossier préparé par Eva au centre de la table et je l'ai fait glisser vers papa. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Un retour à la réalité, ai-je dit, et un rappel. Il l'a ouvert et a parcouru la première page. Son visage a perdu toute couleur. Marc s'est penché. Damien s'est figé. La respiration de maman s'est bloquée. Qu'est-ce que ça veut dire, a exigé papa, la voix s'élevant. Vous vouliez un renflouement, ai-je dit calmement. Mais cette dette, celle qui noie vos motels, ce n'est plus le problème de la banque. Marc a feuilleté les papiers. Ce sont des documents d'acquisition. Victor a dégluti. Tu as racheté la dette? J'ai hoché la tête une fois. Par l'intermédiaire d'une filiale holding. Légalement, proprement, discrètement. Depuis cet après-midi, tous les prêts liés au motel m'appartiennent. Papa a refermé le dossier d'un coup sec. Tu trouves ça drôle? Qu'est-ce qui te donne le droit? Les prêteurs, ai-je coupé. Ils étaient ravis de se débarrasser d'un actif défaillant. Ils se sont presque précipités pour signer. Maman a halté, une main sur la bouche. Camille, comment as-tu pu? Comment j'ai pu quoi, ai-je dit doucement. M'assurer que votre navire en perdition ne m'entraîne pas avec lui? Papa s'est levé à moitié de sa chaise, le doigt pointé en l'air. Si tu passes cette porte sans nous aider, alors tu n'es plus ma fille. La pièce est devenue complètement silencieuse. Même le serveur à l'extérieur s'est arrêté. Je me suis levé aussi, mais lentement, avec contrôle. Des années de douleurs avalées, de succès minimisés, de culpabilisation à bon marché, tout cela s'alignait derrière moi comme des témoins invisibles. Ce n'est pas moi qui suis parti, ai-je dit. C'est vous. Vous avez manqué mon mariage. Vous avez ignoré ma vie. Vous n'apparaissez que lorsque vous avez besoin de quelque chose. La mâchoire de papa s'est crispée. Nous sommes ta famille. Et je ne suis pas votre plan de sauvetage, ai-je répliqué. J'ai ouvert une plus petite enveloppe et j'ai posé un unique chèque sur la table. Ceci est une offre de rachat. 180 000 €, assez pour vous permettre de partir sans dette. 30 jours pour quitter les propriétés. Après cela, je restructure. Marc a saisi le chèque. Tu nous mets à la porte de nos propres motels. Ils ne sont pas à vous, ai-je dit. Ils ne le sont plus depuis des mois. La dette a englouti les fonds propres bien avant que j'intervienne. Damien a secoué la tête en marmonnant, c'est insensé. La voix de Victor s'est brisée. Tu mets fin à l'héritage de ton père. Non, ai-je dit. Je mets fin à son contrôle. Maman s'est mise à pleurer doucement. Nous voulions juste parler. Nous voulions juste. Vous vouliez de l'argent, ai-je dit. Mais vous n'avez jamais voulu de moi. Les mots ne venaient pas de la colère. Ils venaient de la clarté. D'un endroit si calme en moi que cela me faisait presque peur. La voix de papa s'est fêlée pour la première fois de ma vie. Camille, ne fais pas ça. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Un homme qui avait construit une prison avec sa propre fierté. Un homme qui croyait que l'amour était une monnaie. Un homme qui pensait que j'avais encore besoin de son approbation pour respirer. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. J'ai rassemblé mon sac et l'enveloppe vide. Eva est apparue dans l'embrasure de la porte, juste au bon moment, tenant des copies de sauvegarde de chaque document. Sa seule présence a fait rétrécir la pièce autour d'eux. Si vous avez des questions, a-t-elle dit à la table, adressez-les à notre bureau, de préférence par écrit. Papa s'est affaissé sur son siège. Marc a juré à voix basse. Damien a fixé la table comme si elle l'avait trahi. Maman a tendu une main tremblante vers moi, mais j'ai reculé. Camille, a-t-elle murmuré. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. J'ai croisé son regard. Je vous ai supplié une fois, ai-je dit. À mon mariage. Puis j'ai tourné les talons et je suis parti. Leurs voix se sont élevées derrière moi, des cris, de la panique, des chaises qui raclaient, mais rien de tout cela ne m'a atteinte. Le couloir semblait plus lumineux, l'air plus pur,
le poids disparut. Dehors, la nuit était fraîche et le ciel grand ouvert. Mon téléphone a vibré une fois. Un texto d'Eva, fier de toi. Pour la première fois depuis des années, j'y ai cru. Ce soir-là, je ne perdais pas une famille. Je me reconquérais. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers le comptoir de ma cuisine, se posant sur le dossier que j'y avais jeté après avoir quitté le cercle privé. Pour la première fois depuis des années, il ne ressemblait pas à un fardeau. Il ressemblait à une rupture nette, la preuve sur papier d'une limite que j'aurais dû tracer il y a bien longtemps. Eva a appelé vers 9 heures. La transition a été effectuée, a-t-elle dit. Tu contrôles officiellement tous les actifs liés au motel. Leur accès prend fin aujourd'hui. J'ai expiré lentement. Ni triomphe, ni regret, juste une libération. Au cours des semaines suivantes, la transformation a commencé. Des entrepreneurs ont visité les propriétés. Des designers ont parcouru les lieux avec des tablettes, prenant des notes pour ce qui allait devenir des centres de bien-être. Des espaces calmes et intentionnels, l'opposé exact du chaos qui le représentait autrefois. Chaque fois que je mettais les pieds sur un site, l'air semblait plus léger, comme si les bâtiments eux-mêmes étaient soulagés d'être enfin vus avec des yeux honnêtes. Ma famille n'a pas appelé, pas une seule fois. Des rumeurs me sont parvenues. La colère de Marc, le déni de papa, les larmes de maman. Damien a publié des citations vagues en ligne sur la trahison, bien qu'il n'ait jamais mentionné mon nom. Pour la première fois, leurs réactions ne m'ont pas tiré en arrière. Elles existaient simplement, séparées de moi. Un après-midi, en examinant les derniers plans de conception, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre. Blazer, cheveux attachés, expression stable. Une femme qui ne cachait pas son succès pour mettre les autres à l'aise. Une femme qui ne confondait plus la manipulation avec l'amour. J'ai alors réalisé quelque chose. Je n'avais rien détruit. J'avais simplement cessé de participer. Le motel transformé en centre de bien-être ouvrirait au printemps, une renaissance tranquille construite sur la vérité plutôt que sur l'exigence. Et j'ai compris, enfin, que partir n'était pas un abandon. C'était une protection. Non seulement contre eux, mais pour moi-même. En fin de compte, ce n'est pas la valorisation à 90 millions d'euros qui a tout changé. C'est le moment où j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'une famille qui ne se souvenait de moi que lorsqu'elle avait besoin d'être sauvée. Le véritable amour n'exige pas le silence. La véritable loyauté ne disparaît pas le jour le plus important de votre vie. En sortant de ce cercle privé, je n'ai rien perdu. J'ai reconquis la partie de moi-même qu'il m'avait appris à enterrer. Et si vous avez déjà dû vous éloigner de personnes qui qualifiaient leur contrôle des « attention », vous savez exactement à quel point ce moment peut être libérateur. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, commentez et abonnez-vous.